Alors pour aujourd'hui, deux invités pour un premier éco-dialogue. Arnaud Martin, qui est ici le plus à ma droite, qui est écologue, mais peut-être vous allez vous présenter un petit peu tout à l'heure, écologue et puis aussi président de l'ensemble des conservatoires des espaces, enfin, du conservatoire des espaces naturels pour l'ensemble de l'Occitanie, puisque maintenant, je crois, l'ensemble a été relié entre le Languedoc-Roussillon et puis tout ce qui relève de Midi-Pyrénées. Alors, il nous en parlera tout à l'heure, mais on aura aussi avec lui un échange plus large sur la question de la biodiversité. Et puis, également aussi, juste à ma droite, Sylvain Albouy, qui, lui, est directement au frontal, en quelque sorte, sur des inventaires, sur la meilleure connaissance de ce qui peut se passer avant des projets, et qui travaille dans un bureau d'études qui s'appelle ABIES. Et puis, Sylvain est aussi ornithologue. Alors, je voudrais le remercier particulièrement parce qu'il y a encore quelques heures, Sylvain Albouy était dans l'avion venant de Martinique, où il travaille. C'était du travail, oui. Les deux, voilà, les deux. Quand on va en Martinique, on se débrouille un peu pour faire les deux. Et donc, je pense qu'il n'a pas du tout ou pas beaucoup dormi. Donc, voilà, merci en tout cas d'être venu ici pour cet éco-dialogue. On va commencer par vous, Arnaud Martin, donc écologue, professeur aussi, et puis surtout président du Conservatoire des espaces naturels. Alors, un petit mot peut-être de présentation d'abord. Voilà. Oui, alors ça marche, oui. Oui, c'est bon. Donc donc écologue et professeur, maître de conférence à l'université de Montpellier, à la faculté des sciences depuis un certain nombre d'années. L'essentiel de mon métier à la faculté des sciences, il y a des activités de recherche, je m'intéresse aux plantes. Les oiseaux, c'était un peu par passion, mais c'est pas ça qui a fait mon travail. Donc je travaille sur les plantes, j'ai travaillé ma recherche scientifique sur ce qu'on appelle l'écologie de la restauration, comment on arrive à reconstituer les écosystèmes. Aujourd'hui, mon métier consiste à coordonner des formations pour former des jeunes diplômés, licences et masters dans l'étude, la gestion et la préservation de la biodiversité. Et ça remplit pas mal mon agenda et mon activité. Et puis, donc, le volet associatif, le volet bénévole, président du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, je vous dirai 2 mots dessus. Juste un mot pour vous dire pourquoi je suis venu à l'écologie. Je suis venu à l'écologie, alors c'est souvent plusieurs facteurs. Il y en a un qui m'a marqué, c'est quand j'avais 14 ans, j'ai fait suer mes parents parce que je voulais aller ramasser le pétrole de la Moco Cadiz en Bretagne. Mais comme j'avais 14 ans, mes parents ils m'ont pas laissé partir. Je me suis un peu vengé après. Voilà, c'était une façon de réagir effectivement avec une forte motivation. Et j'aime bien raconter cette histoire parce qu'effectivement, on a oublié l'impact de la Moco Cadiz a été extraordinaire et beaucoup plus important que les autres pollutions pétrolières qui sont venues après coup. On oublie qu'il y a eu des catastrophes par le passé qui étaient absolument dramatiques. Voilà. On reparlera après du conservatoire. Arnaud Martin, peut-être qu'est-ce qu'on entend en fait par biodiversité? Peut-être commençons déjà par là. Qu'est-ce que ça recouvre finalement ce terme? Alors la biodiversité, comme on l'essaye de l'expliquer petit à petit aux étudiants, donc c'est évidemment ça s'adresse s'adresse aux êtres vivants, c'est-à-dire effectivement sur la planète, c'est toute la composante, je dirais, vivante en fait de la planète, et le concept est un concept un peu emboîté parce que il fait référence avec un noyau central à la diversité des espèces, voilà, les oiseaux, etc. Il fait aussi référence à la diversité à l'intérieur des espèces,
qui va jusqu'à la diversité aussi des espèces cultivées, donc tout ce qui a trait à la génétique. Et il fait aussi référence à un niveau au-dessus des espèces, c'est-à-dire aux écosystèmes et la diversité finalement des écosystèmes. Donc c'est vraiment pas simple comme concept, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est quand même assez compliqué de rentrer dans le détail. Je dis souvent un petit peu en parallèle, quand on parle aujourd'hui des changements au niveau de la planète, pour caricaturer, le changement climatique, on l'observe, c'est un thermomètre, ça parle à tout le monde, hein, à 0 il gèle, à 100 degrés l'eau est le bout, ok. On a des satellites qui permettent de la mesurer, la biodiversité, on reviendra dessus, c'est une affaire beaucoup plus complexe et donc difficile à transmettre et même à appréhender la mesure, les difficultés, les problématiques par rapport à la biodiversité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'on a entendu des études très alarmantes. On parle d'une réduction très très importante des insectes. On dit que derrière les mammifères, derrière en termes de nombre d'espèces, ont diminué considérablement, etc. Est-ce que tout ceci est bien exact? Et est-ce que derrière, ça cache des situations peut-être extrêmement contrastées? Alors, oui, il y a des situations contrastées. Ça, c'est évident, effectivement, qui peuvent être contrastées par l'impact, je dirais, qui est exercé sur la biodiversité pour tout un tas d'activités humaines. Comment appréhender la question? D'abord, la biodiversité, elle va être... si on essaye d'estimer quelque chose qui peut parler aux uns et aux autres, c'est la masse, si vous voulez, des organismes. Bon, quand on regarde la masse des organismes, d'abord ce sont les végétaux qui sont les plus sur Terre, les plus importants, et puis ensuite il y a les bactéries et les virus qui sont tout petits mais qui sont extrêmement importants en masse. Après, je pourrais rentrer dans les détails, mais aussi pour introduire une notion, mais il y a des compartiments très importants en termes de masse, d'importance sur la planète, d'êtres vivants, si vous voulez, qui échappent à notre compréhension qu'on a au quotidien de la biodiversité, parce que c'est celle du jardin. Mais en fait, l'essentiel, c'est une biodiversité souvent qui est invisible, mais pour lesquelles on travaille finalement à mesurer. Alors, où est-ce qu'on en est ? Prenons aussi un autre moyen. Étudier la biodiversité, si on regarde, si on dit la biodiversité, on va regarder essentiellement les différentes espèces qui donc peuplent la Terre. Alors, d'abord, il y a une première démarche qui consiste, vous en parlerez tout à l'heure avec mon collègue, c'est de les identifier, de les mesurer. Ce travail, qui a commencé il y a 500 ans pour faire court, est toujours en cours et c'est un travail fastidieux et long. Et aujourd'hui, pour caricaturer un peu, il y a chez les vertébrés les oiseaux qui sont bien connus, et puis après un peu les plantes, et puis il y a plein de compartiments de la biodiversité pour lesquels on n'a pas identifié la liste des espèces. Et c'est particulièrement vrai par exemple pour les insectes ou les araignées, et plus c'est petit, plus c'est inconnu. Donc, première étape, c'est la connaissance qu'on a, elle évolue, et au fur et à mesure, malheureusement, qu'on l'identifie et qu'on la mesure, on voit qu'il y a des choses qui disparaissent. Donc, il y a un effet de ciseau actuellement sur plus on regarde et plus on dénombre, plus on enregistre, si vous voulez, plus il y a des choses qui disparaissent. Et où on en est, alors, c'est une chose d'identifier, de faire la liste des choses qui existent, etc. C'est une autre chose de suivre comment ça se passe dans le temps. C'est-à-dire, vous avez identifié des espèces d'oiseaux particulières, ça c'est OK, ça c'est une information, elle est connue, elle fait partie, il y a, 9000 espèces d'oiseaux à peu près dans le monde, elles sont identifiées. C'est une autre chose d'identifier, est-ce que cette espèce-là ou ce groupe d'espèces, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant, moins qu'avant, etc. Ça c'est plus compliqué encore à mesurer. Et donc je dis tout ça parce que quand on me pose la question, mais où est-ce qu'on en est? Ça suggère
où est-ce qu'on en est de l'inventaire et où est-ce qu'on en est de l'évolution des espèces. Et là, peut-être vous en parlerez avec mon collègue qui est ornithologue, on a des informations au niveau de la planète assez fiables et assez fortes sur les oiseaux. Sur les autres compartiments de la biodiversité, les plantes, etc., c'est plus compliqué. Et alors la situation, elle est contrastée. Je pense que mon collègue sera plus à même de vous dire. Elle est plus contrastée. Vous avez des espèces qui sont en mauvaise santé, près de la disparition. Puis il y a des groupes d'espèces qui se développent. C'est-à-dire que vous avez des espèces qui augmentent en termes d'effectifs, etc. Et je terminerai en disant, aujourd'hui, la difficulté, c'est que globalement, la santé de la biodiversité n'est pas très bonne, du fait de l'augmentation des impacts, et on a une grande difficulté à pouvoir bien mesurer et bien comprendre ça, parce que l'étendue de notre ignorance est quand même assez importante, même si on la comble de plus en plus rapidement. Oui. Est-ce qu'on a des critères finalement qui permettent d'être pas uniquement dans la quantification? Autrement dit, j'imagine qu'il y a des espèces qui sont rares et d'autres qui ne sont pas rares mais qui sont très critiques. C'est-à-dire que si elles disparaissent ou si derrière il y a une diminution très très considérable, à ce moment-là, il va y avoir des interactions très fortes sur les plantes, sur l'homme, etc. Je pense aux abeilles par exemple. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'elles soient rares, mais en même temps, leur disparition serait extrêmement critique en tant que pollinisateur. Est-ce qu'on est finalement sur... on arrive à avoir des critères, comme on a maintenant sur les matériaux, sur lesquels on va définir à la fois la rareté, mais aussi la criticité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de remplacement possible. Évidemment, c'est un petit peu différent en termes de biodiversité, j'imagine. Alors, je vais introduire un peu, pour répondre à la question, une notion, je vais court-circuiter, enfin, je vais prendre un raccourci, puisque, bon, les abeilles, c'est important pour la pollinisation. Il y a une question qui est importante par rapport à ceux qui veulent préserver la biodiversité ou gérer les espaces naturels dans les perspectives des changements climatiques. La question importante, c'est qu'est-ce qui fait qu'un écosystème va pouvoir être résilient? Alors par rapport au changement climatique, parce que c'est la question du moment, mais d'une manière générale, qu'est-ce qui fait qu'un écosystème est résilient à des perturbations? Ça, c'est la question importante, parce que aujourd'hui, le rôle de l'abeille, oui, si vous vous intéressez à un écosystème qui est les champs d'amandiers de la Californie, on peut économiquement, tout ça, calculer cette affaire-là. Si vous vous intéressez à l'abeille domestique par rapport à, je ne sais pas, des zones qui sont importantes pour la production de miel, mais de miel, je dirais, de fleurs sauvages, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a d'autres pollinisateurs. Je vous dis tout ça parce que aujourd'hui, on n'a pas de scénario simple. Peut-être qu'à l'école, on vous apprend, voici, il y a l'espèce 1 qui est mangée par l'espèce 2, etc. Mais c'est un schéma, ça, c'est de la théorie. C'est très compliqué de mettre ça en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Parce qu'on a un schéma, il y a l'herbe qui est mangée par le campagnol est mangé par un prédateur du campagnol, lui-même mangé par l'aigle qui est le prédateur du prédateur. Okay. D'abord, dans ce schéma-là, il manque tout un compartiment de la biodiversité qui sont les parasites de cette affaire-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ignore. Et donc, d'une manière générale, aujourd'hui, quand on se promène dans un écosystème, on sort ici, on va près de la rivière, on regarde, et il n'y a personne qui est capable de vous dire exactement, voilà, j'ai l'espèce 1, 2, 3, et ça marche comme ça. Donc nous, on essaye de se raccrocher à des questions un peu qui nous paraissent urgentes, c'est qu'est-ce qui fait qu'un système va être assez résilient? Ce qui va être résilient dans un système, c'est que certaines fonctions, alors voilà, le prédateur, le parasite, le machin, etc. Certaines fonctions, plus vous avez d'espèces qui remplissent ces fonctions-là, plus votre système il va être, je dirais, stable et résilient. Donc par rapport à la question du pollinisateur, en gros, la réponse modeste qu'on peut faire aujourd'hui, plus vous avez une grande diversité de pollinisateurs, plus vous avez garantir la résilience du système. Parce que si vous avez des contraintes, des perturbations, des catastrophes, etc., le niveau de résistance ou le niveau d'adaptation des espèces sera un petit peu différent.
Et donc, il y en a qui vont, je dirais, voir leur population augmenter parce que ça va être plus favorable pour eux, ça peut arriver dans certains scénarios, et d'autres régresser. Donc en fait, c'est la multiplicité des espèces qui va assurer la bonne résistance de l'ensemble. D'accord. Et vous avez employé plusieurs fois le terme de résilience, qu'on commence à employer beaucoup, etc. Quelle définition? Qu'est-ce que ça représente exactement, la résistance? C'est la résistance? C'est pas tout à fait pareil, peut-être? Non, la résilience, c'est plus... La résistance, c'est... voilà, c'est dans un matériau, hein, vous enfoncez, puis vous voyez la déformation. Là, c'est la capacité, pas forcément à se reformer, si vous voulez, mais à retrouver une dynamique qui va assurer l'autonomie du système. Donc c'est bien au-delà, c'est-à-dire que depuis très longtemps, les écosystèmes font face à des perturbations. Les incendies, même s'il y a des incendies qui sont d'origine humaine, il y a depuis très très longtemps des incendies naturels. Donc il y a des éboulements naturels, il y a des inondations naturelles. Tous les systèmes font face à des perturbations. Et la résilience, c'est la capacité à redémarrer entièrement tout un tas de fonctions. Et les fonctions basiques, je produis de l'herbe, hein, du végétal, et puis ensuite, il y a celui qui mange le végétal, celui qui mange le végétal, et ainsi de suite. Mais l'état, au final, n'est pas nécessairement l'état initial. Hein. On n'est pas dans la reconstitution à l'identique, en quelque sorte, du même état. Absolument. D'accord. Ok. C'est pour ça que c'est une affaire assez compliquée, parce que on pourrait se dire, ah bah oui, dans mon système, j'avais telle espèce, machin, bien identifiée, mais derrière ça, il y a un certain système de fonctionnement. Il peut y avoir une perturbation ou une évolution, un changement du climat. Demain, ça peut être d'autres espèces. Alors, ça pose des problèmes, évidemment, par rapport à la protection de la nature. Imaginez qu'on ait défini une zone, une réserve naturelle, peu importe, parce que un des argumentaires, c'était l'existence de cette espèce-là. Cette espèce disparaît. Est-ce que ça remet en cause le fonctionnement de l'écosystème? C'est pas forcément évident. Est-ce qu'elle est remplacée sur ses fonctionnalités par une autre espèce? Et là, on est très loin, hein, des outils juridiques qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, il faut être modeste dans la connaissance qu'on a. Il faut vraiment être modeste là-dessus. On a les outils juridiques qu'on a. Essayons déjà de faire avec ces outils-là et d'appliquer la loi quand il faut appliquer la loi, ça sera déjà pas mal. Et puis après, on verra bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc, énormément de complexité derrière. Plus on s'avance, j'imagine, et plus on s'aperçoit que c'est complexe, très vraisemblablement. Alors, pour essayer de décrypter un petit peu cette complexité, on a maintenant quand même des comptages, d'instruments de mesure, toute une série de choses et d'instruments, d'outils, c'est le mot que vous avez employé, qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Sylvain Albouy, sur les oiseaux, et puis dans votre métier, comment on fait pour arriver sur un terrain donné, par rapport à un futur équipement, faire en sorte d'avoir une vision, je dirais, la plus fine possible, à la fois de l'état des lieux, mais ensuite aussi de ce qui peut arriver après, derrière. Ça marche pas? Oui, allô? Il marche ou pas? Oui. C'est bon. Pas trop. Pas très près. Non, un petit peu. Ça peut être la présentation, on peut le faire maintenant, pas de problème. Non. Voilà, alors j'avais préparé une petite présentation, peut-être pour à la fois vous évader et puis répondre à ces questions-là. D'accord, allons-y. On peut peut-être l'envoyer. Allons-y. Alors, elle est là-haut, hein, dans le... C'est éco-dialogue. Voilà. Vous avez préparé quelque chose ou pas? C'est pas grave. Oui, non, mais voilà. Comment on le met en diapo? Un petit mot de présentation avant? Oui, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, donc, moi, je suis ornithologue, Sylvain Albouy. J'ai travaillé à la LPO de l'Aude en 1996 jusqu'en 2001. J'étais le premier salarié à Gruissant. On est voisins, hein. Voilà. Et ensuite, actuellement, je travaille au bureau d'études à Biès, où on fait des études d'impact sur des aménagements, des projets d'aménagement. Et je suis responsable au sein de ce bureau de toute la partie milieu naturel et en particulier des oiseaux.
Donc, j'avais préparé une petite présentation en 2 parties. C'était la première partie vraiment pour vous faire rêver, enfin, pour nous évader un petit peu, puisque je rentre des Antilles que je connais depuis 25 ans. Et il y a vraiment, en termes de biodiversité, il y a des choses qui ont changé. Donc voilà, c'est pour un petit peu élargir l'esprit. Et après, on peut parler des outils, en particulier comment on prend en compte la biodiversité dans l'aménagement de projets. L'exemple des ENR, par exemple, en Occitanie méditerranéenne, puisque c'est très, très d'actualité. ENR, énergie renouvelable. ENR, énergie renouvelable, oui. Donc la Martinique, qui fait partie des petites Antilles, j'y vais depuis de nombreuses années. Là, vous avez une photo de la Seine traditionnelle. Donc la population vit essentiellement de la pêche. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à la biodiversité, parce que ils ont des traditions de pêche au bord, donc où tout le monde participe, et eux, ils font la pêche tous les matins pour se nourrir. Hein. Voilà, et après, il y a la distribution du poisson, donc c'est important de collecter les poissons, parce qu'après, c'est leur nourriture. Et on s'est aperçu, donc il y a 20 ans, il n'y avait pas de pélican. Hein. Le pélican brun niché en Martinique, il a été détruit, comme beaucoup d'oiseaux, hein, par les hommes. Et là, il est revenu depuis une dizaine d'années, depuis la Guadeloupe, au nord. Il ne niche pas encore sur l'île, mais il revient donc se nourrir au niveau des pêcheurs. Et c'est vraiment surprenant parce que moi, quand je suis revenu en Martinique, il y a à peu près 10 ans, et j'ai vu les premiers pélicans, je me suis dit, ouh là là, ils vont leur envoyer des cailloux, parce qu'il vient pêcher dans la Seine, vraiment se servir. Et en fait, au lieu de le chasser, il leur envoie des poissons, il leur donne des poissons. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, ça m'a étonné avec ma culture, quoi, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Et en fait, pour eux, c'est vraiment les oiseaux, que ce soit le pélican, que ce soit le kayali. Donc ça, c'est sur les plages du Carbet au nord, hein, c'est des traditions martiniquaises. Là, il se nourrit d'un poisson rouge, hein, par exemple, qui est un petit héron qu'on voyait essentiellement à l'intérieur de la forêt tropicale et qui est descendu et qui est maintenant très présent sur la plage parce que sa population a augmenté et il vient se nourrir sur les Seines du Carbet. Les frégates superbes qui se nourrissent également, donc ça fait un spectacle extraordinaire, dès qu'ils arrivent à tirer le poisson. Elle a la particularité, là c'est une femelle avec la gorge blanche, particularité d'être parasitisme, c'est-à-dire elle va poursuivre les sternes royales, elle va poursuivre les pélicans pour qu'ils relâchent leurs poissons, les jeunes nudibruns par exemple aussi, un petit peu comme les labes parasites en Méditerranée. Et tout ce spectacle est vraiment impressionnant. Et en fait, les oiseaux, dont les populations se portent bien, sont des indicateurs de présence de poissons. Parce que les pêcheurs qui vont au large vont suivre les oiseaux, vont suivre les dauphins, je vais en parler. Les frégates suivent les dauphins cherchent les poissons, les frégates suivent les dauphins et les pêcheurs suivent les frégates. Et quand il n'y a pas de frégates, ils ne vont pas à la pêche. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Hormis les oiseaux, il y a aussi donc, les tortues marines qui font partie du patrimoine. Il y a 3 espèces là-bas. Et là, ça c'était hier ou avant-hier. Donc il y a eu une pêche à la Seine éducative avec des éducateurs et des enfants scolaires. Donc qui ont tiré la Seine, ils ont expliqué. Et puis mes 2 enfants qui sont là, du coup ils sont allés. Et ils avaient au fond du filet une tortue. Je crois que c'est une tortue verte, celle-là, hein, une tortue. Et donc il l'a montrée, il l'a prise et il l'a relâchée. Et tous les enfants disaient au revoir tortue. Enfin voilà, c'était... Et ça, c'est des espèces qu'on ne voyait pas avant, et il y en a de plus en plus. Hein. Donc c'est vraiment... En plus, la tortue imbriquée, c'est une tortue qui mange du poisson. Donc celle-ci, elle est herbivore. Donc, mais c'est pas un ennemi, en fait. Hein, vraiment, c'est un partenaire. Et c'est également un partenaire touristique. Puisque là-bas, depuis peu, vous allez plonger avec les tortues. Et c'est la folie. Hein. Moi, j'ai fait ça. Il y a un monde... tout le monde va plonger dans les anses noires du Sud pour nager avec les tortues. Et c'est vrai que moi, en 20 ans, je n'avais jamais vu. Et là, on a plongé avec les enfants, mais Timéo m'a dit, mais quand on voit une tortue arriver comme ça avec le masque, on se croit dans un film, quoi. C'est surprenant, hein, comme animal. Enfin voilà. Donc là, ils ont aussi un attrait touristique de maintenir ces tortues. Il y a énormément de monde qui vient les voir. Et les dauphins. Les dauphins, pareil, hein, il y a 3 espèces de dauphins. Et toute la partie nord, il y a régulièrement donc, des catamarans qui partent remplis de touristes et ils viennent voir les dauphins spécifiquement dans cette zone-là. Donc ça développe énormément le côté touristique. Donc moi, je fais de la photo, j'ai adoré aussi. Hein, voilà, toutes ces photos, voilà, je les ai faites là
pendant mon séjour, mais et les gens sont comblés, quoi. Et également, c'est un complément pour les pêcheurs traditionnels, parce qu'ils embarquent avec leur comment ils appellent ça, alors il y a un terme spécifique sur la barque traditionnelle, pour prendre des touristes, pour aller voir les dauphins. Donc c'est un complément aussi pécunier. Et je voulais aborder aussi en termes de biodiversité, donc ça c'était le côté positif. Il y a aussi de l'évolution sur les espèces endémiques, endémiques à l'île. Donc en Martinique, vous avez 2 espèces endémiques d'oiseaux. À droite, le plus rouge, c'est le carouge. C'est un oriole de Martinique, c'est l'espèce endémique de Martinique. Donc elle c'est la seule qui est vraiment endémique de Martinique. C'est un gros passereau qui est parasité à 75% de ses nids à peu près par le merle de Sainte-Lucie, qui est une espèce qui a été introduite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'impact aussi des espèces exotiques sur des espèces endémiques. Et la gorge blanche, qui est un moqueur, en fait, qui est un oiseau qui vit au sol tout le temps et qui niche au sol, qui est endémique de Martinique et d'une autre île de Petites Antilles, qui, elle, sa population a quasiment disparu à cause de la mangouste qui avait été introduite pour lutter contre le serpent, le fer de lance. Voilà. Donc là, vraiment, on a des impacts marqués au niveau insulaire. Bon, les sargasses, je voulais en parler, mais ça aussi, c'est important, mais c'est un vrai problème. Et là, on a toute l'ambiguïté aussi de l'écosystème, c'est-à-dire que les sargasses qui sont apparus en 2011 détruisent complètement le côté atlantique de l'île, c'est-à-dire que là, il y a un impact écologique, parce que c'est extrêmement nocif, il y a un impact économique, il n'y a plus personne côté atlantique, donc il y a même des gens qui ont déménagé, donc c'est vraiment dramatique. Moi qui ai connu le côté atlantique de façon extraordinaire, avec les fonds blancs, c'est terminé, et en fait, il y a rien, enfin, ils font rien pour gérer ça. C'est quand même des origines supposées d'Amazonie ou donc qui se forme au large en fait de l'Afrique, liées peut-être à du déboisement. Donc c'est des actions qu'il faudrait prendre aussi à l'origine et puis essayer de lutter. Alors c'est complexe parce que les sargasses, ça flotte en surface, ça fait des grandes nappes, en fait, qui peuvent être, en fonction de leur quantité, très positifs pour la biodiversité, c'est-à-dire ça fait des refuges pour les poissons. Les pêcheurs vont pêcher autour des sargasses, les oiseaux vont picorer, les oiseaux marins pélagiques vont picorer le long des bandes de sargasses parce qu'il y a de la nourriture. J'ai vu ça, il y a le moine, voilà, qui est un oiseau typique. Mais après, si vous voulez, si c'est trop dense et comme on le voit, il y a une asphyxie du système. Et il y a la mort des poissons, il y a un impact sur la pêche qui peut être catastrophique, etc. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert récemment sur l'île. Voilà. Mais, enfin là je fais un cours, mais si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Oui, voilà, non, mais c'est un dialogue, donc c'est vrai que je suis parti là, mais je suis revenu. Mais, donc voilà, si vous avez des questions avant la deuxième partie, je ne sais pas. J'ai une question sur ce que vous venez d'évoquer. Finalement, ce qui paraît quand même très très important, puis ça a également été évoqué par Arnaud Martin, c'est la question de la dynamique. C'est-à-dire que tout ceci n'est pas statique, et même s'il y a des évolutions, on peut dire aussi, comme vous venez de l'évoquer, qu'à un moment donné, on est sur des niveaux qui sont peut-être extrêmement critiques, parce qu'il n'y en a pas assez, et puis de l'autre côté, des niveaux très critiques aussi, parce qu'il y en a trop, quoi. Moi, je me souviens tout à fait d'un éco-dialogue qu'on avait fait ici, un des tout premiers, qu'on avait fait avec Philippe Curie, qui a écrit un livre tout à fait remarquable qui s'appelle « Une mer sans poissons ». Et il nous expliquait en fait que à partir d'un certain moment, d'une certaine descente en quelque sorte de densité de population, eh bien les poissons ne pouvaient plus frayer. Et donc à ce moment-là, on avait tout d'un coup une chute, vraiment une chute très très rapide. Et à l'inverse, de façon positive, si on n'était pas encore dans ce seuil-là, mais si on commençait à remonter, la remontée pouvait être très rapide, beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on peut imaginer. Et donc on est de cette façon-là, en quelque sorte, dans des dynamiques. La question de la dynamique et des vitesses d'évolution est très, très importante. Oui, sur le sujet, effectivement, c'est tout à fait exact. Et il faut être encore une fois assez modeste parce que on n'a pas les clés de la machine.
on est en train un peu de décrypter des choses. On voit qu'il y a effectivement on mesure des effets de certains impacts et on peut donner des informations sur la dynamique. Mais quand il s'agit par exemple de dire bon voilà, on va pouvoir mieux, je voudrais pas rentrer sur le débat sur l'agroécologie, et qui est une très très bonne chose, mais aujourd'hui il y a des choses qu'on sait faire et puis il y a une limite en fait qui est liée au fait qu'on n'a pas toutes les clés du fonctionnement de la machine. Donc il faut accepter, quand on agit, quand on mesure, quand on se pose la question, quand on gère, il faut accepter de pouvoir avancer en tâtonnant dans une direction qui nous paraît la bonne, mais en ayant la probabilité aussi non négligeable de se tromper complètement, parce que quand il s'agit de gérer des stocks de poissons, il y a des choses qui marchent bien en général en ce qui concerne la pêche, puisqu'il y a des beaux exemples, notamment en Bretagne. Quand on gère, c'est-à-dire quand on se dit voilà, on va limiter la pression, ça marche bien, c'est quelque chose de bon sens. Mais on est quand même sur des choses de bon sens. On ne sait pas régler la machine comme on réglerait une machine qui produit de l'énergie ou des choses comme ça. Oui, parce qu'on est dans le domaine du vivant et non plus directement de la simple physique, en quelque sorte. Exactement. Le point à retenir, c'est que c'est en mouvement, c'est dynamique tout le temps, en fait, dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut aussi retenir que l'homme peut avoir son impact en fonction du moment ou du niveau auquel il intervient, en fait. Et ça, c'est aussi important que ce soit un impact positif ou négatif, et ça, on peut le voir après, mais c'est notre rôle, quoi. Alors, continuons Sylvain Albouy sur l'Occitanie, puisqu'on est dessus. Ici, on va donc franchir quelques milliers de kilomètres, et puis revenir sur ce qui nous préoccupe, nous, ici, plus directement. Continuons avec vous ce trajet. Alors, l'Occitanie méditerranéenne, voilà, parce que c'est vrai que l'Occitanie est beaucoup plus large, donc c'est plutôt ex-Languedoc-Roussillon, sans la Lozère, enfin bon. On va rester, parce que c'est important, voilà, la Méditerranée, c'est l'ère de la répartition, du chêne vert ou de l'olivier, mais on a globalement des espèces qui sont vraiment très spécifiques au pourtour méditerranéen. Et c'est un spot de biodiversité, que ce soit. Alors moi, je parlerai des oiseaux, mais on peut parler de beaucoup de choses. Bon, là, c'est les orchidées. On a beaucoup d'orchidées spécifiques à la zone méditerranéenne. Quand on parle de Méditerranée et qu'on parle d'oiseaux, évidemment, on parle de... Ah oui, c'est marqué. Oui. C'était bien joué, mon fils. Oui, de l'aigle de Bonelli. J'espère que tout le monde a entendu parler de cet oiseau. C'est quand même, c'est quand même le super prédateur de la Méditerranée. Et lui, il a vraiment une répartition méditerranéenne, d'accord. Donc là, vous avez à gauche, c'est le mâle du couple de Feuillat dans l'Aude qu'on a bagué il y a quelques années, qu'on a équipé d'une balise GPS. Voilà. Donc quand on parlait d'outils. Et là, à droite, vous avez le mâle du couple de Casedarnes, qui n'est pas très loin d'ici, qui est également équipé, on le voit très bien, d'une balise GPS sur son dos. Donc tous les aigles de Bonelli sont équipés, tous les couples sont équipés. Pourquoi ils sont équipés de balises GPS? Ce n'est pas un migrateur, un aigle de Bonelli, c'est un sédentaire. Donc pourquoi on l'équipe de balises GPS, à votre avis? C'est écrit aussi, mais c'est écrit codé, DV. C'est pour identifier son domaine vital, en fait. D'accord? Et ça, c'est très important en termes d'aménagement. Donc, juste sur l'écologie, l'aigle de Bonelli, là, vous avez un jeune, vous le voyez très bien, le jeune de l'année, le juvénile, est roux, ça, c'est un jeune mâle. Vous voyez sa bague, tous les oiseaux, tous les jeunes aigles de Bonelli sont bagués au nid avant l'envol. Vous voyez la bague, et après, on peut les relire. Et là, et à droite, c'est un mâle, c'est un jeune, c'est un mâle, il est très clair, l'aigle de Bonelli mâle, il est très clair, il a le jabot plein. La femelle est beaucoup plus flaméchée, beaucoup plus grosse, beaucoup plus mouchetée. Voilà, donc ça c'est vraiment l'aigle des garrigues, on va dire, c'est le super prédateur. Lui et le grand-duc, voilà, il n'y a rien qui leur résiste. Donc si je reviens au domaine vitaux, en fait, en termes d'aménagement, là vous avez par exemple au milieu une aire d'étude pour un projet, divers et variés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le domaine vital qui est donné par toutes les données GPS de l'oiseau, en fait, qui va délimiter un domaine vital, c'est-à-dire une zone de nidification qui va être associée à des terrains de chasse.
et ces terrains de chasse. Donc il y a des zones qu'il va fréquenter plus que d'autres. On va délimiter des kernels, ce qu'on appelle, donc des ensembles qui vont rassembler 50% des données, 85% des données, 90% des données. Et quand on va avoir le kernel 95, ça va être toutes les données très lointaines. Et là, vous avez, par exemple, en zébré, dans le cadre de ce projet, le domaine vital d'un couple d'aigles de Bonelli, et en foncé, le domaine vital d'un couple d'aigles royal. C'est ça, hein? Oui, je me suis pas trompé. Ouais. Oui. Alors, je vais répéter la question parce qu'on enregistre, hein, donc excusez-moi. Donc, est-ce qu'ils sont bagués et quel est le nombre d'aigles qu'on a en Languedoc actuellement? Alors, on les connaît, les aigles de Bonelli, on les connaît tous. Il y a 33, alors ça varie, hein, mais globalement, on connaît tous les couples. Ils sont suivis, il y a des référents par couple. Il y a 33 couples. On était descendu à 25-26 il y a quelques années. On en a regagné. Donc, c'est une population qui s'est stabilisée et qui progresse lentement. Parce que c'est un aigle qui est très craintif, comparé à l'aigle royal. Et puis, c'est un aigle qui est en concurrence avec l'aigle royal qui vient prendre ses territoires sur la zone méditerranéenne. Et le royal est montagnard, il s'installe partout. Et quand le royal occupe une aire d'aigle de Bonelli, un nouveau couple de Bonelli, pour revenir nicher là, va avoir beaucoup plus de mal que si l'air est libre. En fait, il faut qu'il chasse le royal, et là, c'est des fois plus compliqué. Voilà. Donc, et après, les aigles royaux, on les connaît moins, parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y a des populations, voilà, Massif central, Montagne Noire, Corbière, Pyrénées. Certains sont suivis par GPS, Massif central, et d'autres ne sont pas suivis. Il y a encore des oiseaux sauvages qui vivent leur vie. Voilà, mais alors ces grands rapaces, on les suit parce que c'est important. Ce sont des espèces, en fait, comment on appelle ça, qui ont un grand territoire et qui vont englober toutes les autres espèces, en fait. Donc, quand on veut parler de biodiversité, de mesures, de gestion, on va considérer ces espèces à grand territoire. Combien on a d'aigles royales à peu près? C'est plusieurs centaines, on sait. Oh non, dans les Languedoc? Non, une quarantaine de couples, voilà. Mais en France, il y a beaucoup plus, puisqu'après il y a les Alpes. Hein, c'est un oiseau Massif central Alpes. On en a beaucoup dans les Corbières. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le couple le plus bas d'Europe, aux portes de Narbonne, dans le massif de Fontfroide. Comment on met un GPS sur un aigle de Bonelli? Ça ne le gêne pas? C'est mis sur le dos, j'imagine? Ben oui, vous avez vu les photos. Donc, alors la technique, très bonne question. Hein. Comment on capture un aigle? Alors, je ne sais pas s'il faut voilà, dévoiler, mais c'est par un appât, en fait. Hein. C'est un appât, c'est un pigeon. Mais bon, c'est une connaissance des individus, de leur fonctionnement, de leur perchoir. Donc on ne peut pas arriver comme ça, poser un oiseau et on va voir voilà. Ce sont des spécialistes qui sont autorisés pour faire ça. Moi, j'ai assisté à une capture, c'est très impressionnant. Hein. On monte le piège la nuit et puis il y a quelqu'un qui reste à l'affût. Et après, quand l'aigle vient sur sa proie, là, le gars qui est à l'affût déclenche le filet qui le capture, qui se rabat comme ça. Mais il faut le déclencher au bon moment pour ne pas blesser l'oiseau. Il faut que l'aigle ait commencé à manger sa proie et replier ses ailes, sinon il peut y avoir fracture. Enfin, c'est extrêmement... il faut être expérimenté. Et ensuite, dès que le filet a capturé l'oiseau, il faut vite se dépêcher parce qu'il rampe pour s'envoler. Donc après, le capturer. Et ensuite, on lui met la balise. C'est un petit harnais qui dure plusieurs années. Normalement, les balises sont calculées au niveau du poids des oiseaux, puisque pour ne pas être gêné, on a des retours depuis plein d'années là-dessus. Donc, il y a plein d'oiseaux migrateurs qui sont équipés de ça, parce que c'est important de savoir où ils vont passer l'hivernage. Voilà, il n'y a pas que les aigles. Et oui, avant que tu changes, tu fais une petite pause. Et oui, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de lui poser la question, il nous racontait un peu sa vie. Ça, c'est quand même la difficulté. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des études qui sont effectivement très complexes à mettre en œuvre, et ça nous délivre un petit peu d'informations. C'est quelques pièces de puzzle pour nous permettre d'appréhender après le fonctionnement et puis de prendre des bonnes décisions dans les territoires, puisque là il s'agit d'énergie renouvelable, mais on agit sur les territoires, même quand la décision consiste à dire on va rien faire, il faut qu'elle soit éclairée, et on est
En ce qui concerne la biodiversité, on est plutôt dans une situation, les protecteurs de la nature, comme les gestionnaires, comme les promoteurs des énergies renouvelables, etc. On est des fois souvent dans un clair-obscur et on tâtonne. Et on acquiert de l'information petit à petit pour nous éclairer. Un GPS, ça dure c'est plusieurs années et derrière, j'imagine qu'on a un signal qui est renvoyé par onde radio, vraisemblablement, non, et toutes les minutes, par exemple, ou autre, comment ça marche? C'est variable, ça dépend d'un abonnement. Donc c'est satellitaire, on peut l'avoir quasiment toutes les secondes, on peut l'avoir, oui, ça peut être très précis comme moins précis. Donc c'est un abonnement en fait, ça peut durer plusieurs années. Alors après il y a des pannes, hein, donc on peut les récupérer les balises, les reposer. On a fait ça pour un aigle royal. Voilà, bon, c'est des nouvelles techniques qu'on n'avait pas, à notre disposition avant. Avant, il fallait relire les bagues. On mettait des bagues, il fallait que l'oiseau soit posé ou en vol grâce à des photos. Hein. On peut aussi avoir des super appareils photo, la chambre de l'oiseau qui passe dessus, lire une bague, mais c'est beaucoup plus compliqué les relectures de bagues. Là, c'est vrai que c'est de l'information qui peut être en instant T aussi, hein, donc c'est important. Et puis c'est fiable, le GPS est très fiable, donc en termes d'aménagement derrière, on peut tenir compte de ça. Donc c'est complémentaire aussi aux inventaires. Donc voilà, là je voulais en venir ici, aux inventaires de terrain, ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire en plus des GPS, il faut quand même aller voir, tous les oiseaux ne sont pas équipés, aller voir ceux qui font, est-ce qu'il y a des parades, où est la femelle, où sont les jeunes, les autres espèces, tous les passereaux. Donc on a des inventaires spécifiques. Pour des grands rapaces, on suit ça dans le cadre de projets sur un cycle annuel, c'est important pour l'avifaune, c'est-à-dire l'hivernage, les deux migrations, migration prénuptiale, postnuptiale, et la reproduction. Voilà. Donc ça c'est vraiment important parce qu'on va avoir des espèces qui ne vont pas forcément se reproduire mais qui vont utiliser le site pour passer, pour migrer, pour se poser, pour faire des haltes, etc. Donc on a tout un cycle annuel très intéressant à suivre. Ce n'est pas une étude qu'on fait en un mois, c'est-à-dire que c'est un cycle annuel et des fois c'est même plusieurs cycles annuels. Voilà pour les prélèvements. Et ensuite, on a toute une étude, une analyse des enjeux spécifiques. Donc ça, on a des méthodes et on considère les espèces, mais aussi les habitats d'espèces, c'est important, et l'utilisation de l'espace, c'est-à-dire, par exemple, pour l'éolien, à quelle hauteur volent les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils chassent, est-ce qu'ils ne font que passer, est-ce qu'ils paradent, est-ce qu'ils sont en transit, enfin voilà, il y a beaucoup de critères. Tout ça pour arriver à une cartographie des enjeux, et en fait, le travail cartographique est très important. Donc là, je passe les mots, le travail aux sigistes. Et la cartographie, en fait, quand elle cumule toutes les thématiques, pas que l'avifaune, on arrive des fois à des cartes qui peuvent être toutes rouges. Bon, là, c'est un exemple d'un projet photovoltaïque, toutes thématiques confondues, avifaune, faune, flore, et on a du rouge, du orange. Voilà, donc c'est des enjeux forts. Et quand on a des projets comme ça, généralement, des fois, on ne peut rien faire sur ces projets-là. Donc, il faut les déplacer ou les abandonner. Et ça nous arrive aussi de le recommander, quoi. Est-ce que c'est assez stable au niveau des mesures? C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a déterminé une aire, comme ça a été mentionné tout à l'heure pour l'aigle de Bonelli, est-ce que l'aire est relativement stable ou au contraire, il peut y avoir des variations, des comportements un peu aléatoires et donc très difficiles après à déterminer? Oui, c'est difficile de garder une aire stable, donc c'est une aire de projet. Mais ensuite, évidemment, les oiseaux, en fonction de l'espèce, peuvent avoir un territoire beaucoup plus large. Donc et en fonction de l'année, ils peuvent changer aussi de secteur. Donc c'est vrai que c'est aléatoire. Après, globalement, on se rend compte que la migration en Occitanie, elle fonctionne toujours pareil, avec le CERS, hein, ce qu'on appelle le vent de nord-ouest ou de ouest-nord-ouest, et les lignes de décrochement, en fait, de relief. Et c'est vrai que depuis 25 ans que je suis là, on sait les dates de passage du cercueil de Jean Leblanc, ce qu'on appelle les rushs de passage, ça passe à 2 jours près. Les conditions de vent, on sait où voir les oiseaux. Et généralement, je me place où passent les oiseaux, où ils passent. Donc, et ça, c'est régulier quand même chaque année. Donc il y a des constantes qui permettent de localiser, par exemple, une installation sans se dire finalement dans 6 mois ou dans 1 an, en réalité, ça ne sera pas le bon endroit. D'accord. Merci. Alors,
on a aussi donc maintenant des outils de mesure, hein, vous l'avez vu, de la quantification, mais il y a aussi des instruments comme le conservatoire des espaces naturels et les espaces naturels. Arnaud Martin, qu'est-ce que c'est qu'un espace naturel finalement qu'on doit conserver? C'est la question en général qu'on ne pose pas parce qu'elle ouvre un débat assez complexe. Puisque en fait dans espace naturel il y a la nature, et donc qu'est-ce que la nature? Alors si on pose la question et si on lit les textes des antiques, hein, la nature c'est finalement le vivant qui nous entoure, mais pas que, l'eau, les roches, etc., toutes ces choses-là. Donc un espace naturel, finalement, si on veut faire assez court, finalement c'est un espace dans lequel on a des êtres vivants qui fonctionnent, c'est-à-dire que à l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, c'est pas un espace naturel, si je puis dire, voilà, ou sur le ruban de macadam de l'autoroute n'est pas un espace naturel. Mais après, la variabilité d'espace naturel, est-ce que les petites zones, en zone périurbaine ou autour des arbres de la ville, est-ce que c'est un espace naturel ou pas naturel? Au pied des arbres d'alignement qui sont en ville, vous avez des espèces de plantes qui font l'objet d'ailleurs d'études, qui viennent sans qu'on ait absolument, spontanément, sans qu'on intervienne. Donc on peut le prendre comme quelque chose de très large. Donc nous, conservatoire des espaces naturels, c'est un peu dans cette dimension, je dirais, un peu multiforme qu'on appelle espace naturel. Pour nous, un espace naturel n'est pas forcément un espace qui est exempt de toute activité humaine. En France métropolitaine, il faut quand même voir que vous avez, je crois, il n'existe que 2 réserves en France où l'accès, si vous voulez, est strictement réglementé et il n'y a que quelques chercheurs qui viennent. Donc c'est 2 tout petites zones qui sont dans les Alpes, il me semble, dans lesquelles vous n'avez pas, personne ne vient sur ces sites-là, ils sont dédiés à l'étude finalement du système. Tout le reste de notre territoire est impacté d'une manière ou d'une autre par les activités humaines. Et vous avez des espaces naturels qui sont gérés par le conservatoire, dans lesquels il y a très peu d'activités humaines. Ce sont des vieilles forêts, on les a achetées pour les préserver de la hache du bûcheron, et puis on ne fait rien du tout, on les laisse évoluer. Et à contrario, vous avez des espaces dans lesquels nous on intervient au titre du conservatoire, dans lesquels on mixe des activités, je dirais, de préservation de l'environnement, des fois de restauration, de conditions favorables à l'environnement, mais aussi des activités agricoles qui peuvent être du pastoralisme, parce que le pastoralisme est une activité intéressante pour la biodiversité, pour un certain nombre d'essais de la biodiversité, ou ça peut être de l'agroécologie, comme tout près d'ici, au domaine de Mirabeau, près de Fabrègues, où on a donc toute une opération, où on a globalisé, si vous voulez, à la fois la préservation du milieu forestier dans lequel il y a très peu d'activités humaines, si ce n'est que des randonnées ou des choses comme ça, et en bordure de ces sites-là, des activités agroécologiques. Parce que, pourquoi les activités agroécologiques? Parce que, pour faire quelque chose peut-être d'un peu simpliste, mais si vous voulez, quand on travaille sur certaines espèces qui sont importantes dans le territoire ici pour la biodiversité, par exemple le lézard osselet, bon, alors le lézard osselet, il y a 20 ans, je me souviens, il va pas bien, etc. Alors déjà, il faut étudier pourquoi il va pas bien, etc. Puis on se rend compte qu'il y a des aspects de l'habitat des lézards osselets qui sont importants. Ah, quels sont ces habitats? Des vergers et des murets. Tout ce qui disparaissait, en fait. Donc, la question de l'habitat étant importante, et on peut la régler parce qu'on peut reconstituer des vergers, on peut reconstituer des murets. L'agroécologie, elle peut avoir une importance parce que dans un milieu, une vigne cultivée en agroécologie, vous faites monter la biomasse d'un petit peu tout un tas de choses qui ne sont pas forcément des espèces dans les listes protégées, mais qui sont les lombrics, les machins, etc. Et ces espèces-là vont jouer leur rôle, y compris dans le maintien du lézard osselet qui est juste à côté. Voilà dans nos champs d'intervention qui couvrent finalement une grande gamme de ce qu'on appelle des espaces naturels. Bon, on ne fait pas les petites plantes auprès des arbres de la ville, pas encore, parce qu'elles n'ont pas besoin de nous pour l'instant, mais les autres espaces, on intervient là-dedans. D'accord, donc le terme conservatoire
peut-être un petit peu ambigu par rapport à ce que vous venez de dire, ou un petit peu, on peut se tromper un petit peu sur ce terme, parce que quand on dit conservatoire, derrière, ça renvoie peut-être à des choses qui sont sur les étagères dans un muséum, quoi, en quelque sorte. Absolument. Mais juste pour dire, effectivement, en France, bon, par rapport à la nature, il y a deux conservatoires. Il y a le conservatoire du littoral qui est quand même en général le plus connu. Le conservatoire du littoral est un conservatoire dans la mesure où il achète, donc il préserve du foncier. Il préserve de quoi? Essentiellement de l'urbanisation. Même s'il y a des lois qui permettent, mais il achète du foncier pour éviter l'urbanisation. C'était sa mission des années 75. Les conservatoires d'espaces naturels, ils ont un sous-titre qui est agir pour la préservation de la nature dans les territoires. Donc, sous-entendu, avec les acteurs du territoire. Donc, on est dans une dynamique, et là, on est au-delà de la dynamique des espèces qu'on évoquait auparavant, on est aussi dans la dynamique du territoire. Et on le fait, ça veut dire qu'il y a un parti pris. Notre parti pris est celui de dire, nous, on pense que pour la bonne préservation de la biodiversité, on joue avec les acteurs parce qu'il ne s'agit pas de mettre les choses sous cloche. Il n'y a pas de jugement de valeur pour savoir si c'est mieux de mettre les choses sous cloche ou si c'est moins bien. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être dans les territoires avec les acteurs puisqu'on est présent dans les territoires et on ne peut pas mettre l'ensemble du territoire, ou même les espaces qu'on appelle naturels, on peut pas les mettre sous cloche. Donc, à partir du moment où il y a des gens, il y a des acteurs sur les territoires, on essaie de combiner les actions en favorisant la biodiversité. Et si la base de notre travail est motivée, notamment dans les mesures compensatoires qu'on réalise aussi, parce qu'il y a un règlement, et dans ce règlement, il y a des listes d'espèces protégées en France, on est aussi intéressé à ce que je disais tout à l'heure, l'écosystème est-il fonctionnel, résilient, et donc on s'intéresse petit à petit, on y vient, à toute cette biodiversité un peu cachée, celle des sols, etc. Ça me faisait juste réagir quand tu parlais des petites plantes dans les villes ou dans les villages, en fait, ça me fait penser à la biodiversité urbaine ou la biodiversité commune. Il n'y a pas que l'aigle de Bonelli, c'est très important. Mais c'est d'actualité en ce moment, au niveau des communes aussi, de faire des actions sur les zéro phyto, sur les traitements, sur le tour des arbres, au lieu de le bétonner, de faire des voies vertes dans les villages. Quand on voit toutes les voitures, comment elles mangent les villages, c'est vrai qu'il y a plein d'actions à faire et je pense que ça donne des objectifs. Est-ce qu'on peut être parfois, et je pense qu'on va en discuter beaucoup vendredi, dans des actions régénératrices? Autrement dit, on a à ce moment-là une activité humaine qui, lorsqu'elle est adaptée, qu'elle est, je dirais, assez subtile, permet justement d'augmenter derrière la biodiversité plutôt que de la réduire. Une question à vous deux. Un exemple éventuel. Alors, c'est une question qui est ancienne déjà, ça. Il se trouve que même on peut trouver des écrits très très anciens, plusieurs siècles, qui visent à la reconstitution de certains sites. Et d'ailleurs, si on revient de manière plus proche de notre 21e siècle, la question de la restauration des terrains de montagne, c'est-à-dire en gros reboiser tout ce qui avait été déboisé, est une action qui va dans ce sens, même si le mot écologie n'est pas inventé, les conservatoires X et Y ne sont pas inventés, la loi de protection de la nature de 1976 n'est même pas anticipée. Il faut voir qu'il y a un peu plus de 100 ans, on a restauré, alors évidemment avec un optique agronomique, sylvicole, c'est vrai, mais on a restauré des espaces pour... alors la biodiversité, oui, probablement, oui, il y a de la biomasse en bois, mais ça a favorisé la biodiversité. Sur les pentes de l'Égual, si on n'avait pas fait ça, ça serait très minéral sur une plus grande étendue. Donc quelque part, c'est une action qui a fait ça. Aujourd'hui, on en est. Aujourd'hui, on l'intègre avec les espèces menacées, etc. Et il y a des opérations qui sont faites. C'est difficile à faire. Ça serait un peu long de l'expliquer. Ça va dépendre des espèces, des enjeux.
Mais nous, agir pour reconstruire la nature, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont notamment sur réutiliser les semences, la question du sol, etc. Ça fait 30 ans que ça se développe. La difficulté est qu'il y a un certain nombre de réussites qui sont basées sur des observations de bonnes pratiques qui ont bien réussi. Au niveau scientifique, on a un petit peu de mal à faire la synthèse de tout ça. Il y a un côté un peu dans et peut-être que ça évoluera, enfin ça c'est mon point de vue, que ça évoluera dans les prochaines années, mais il y a un côté bonne pratique, et je dirais, voilà, si on veut restaurer des sites pour les batraciens, hein, on regarde ça, il suffit de creuser un trou, mais en fait, effectivement, ça c'est fait, on creuse des trous et en fait ça ne marche pas. Donc il nous manque des éléments pour pouvoir, et on continue je dirais, depuis 20 ans, on améliore un petit peu ça. Donc oui, on sait le faire, et c'est quelque chose, notamment pour les jeunes qui s'engagent dans la préservation de la nature. Bien sûr, il y a des métiers qui consistent à aller regarder les aigles de Bonelli, les baguets, etc. Mais il y a aussi beaucoup de métiers qui sont en train de se développer sur comment on reconstruit, comment on répare la nature. C'est quelque chose qui est fortement en train de se développer. On a besoin de continuer dans cette voie-là, même si on tâtonne encore, il y a des choses à faire. Sylvain, vous vouliez nous présenter également autre chose, non? Oui, c'était pour poursuivre un exemple, par exemple, de reconstitution par rapport à un projet, donc des actions qu'on peut appeler compensatoires, qui viennent compenser des impacts évalués, réels. On a travaillé justement à l'installation d'un berger sur la commune de Cals, dans le 66, donc en pleine zone méditerranéenne, en pleine garrigue. C'était un projet qu'avait la commune depuis quelques années et qui n'arrivait pas à se concrétiser. Et en fait, grâce à ce projet, à des financements, hein, parce qu'il ne faut pas se cacher, il faut aussi avoir des financements pour faire des grosses actions. Mais il n'y avait pas que ça, on a mis tous les acteurs autour de la table, et on a réussi à installer ce berger avec la Chambre d'agriculture. Ça a pris du temps, 4 à 5 ans, mais c'est un exemple parce qu'il y a eu réouverture du milieu, donc de la garrigue, parce que c'est paradoxal, hein, on perd les oiseaux de milieu ouvert en garrigue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pastoralisme, il n'y a plus de pelouse à brachypodes, tout se ferme, et en fait la fauvette... les pygriers, certaines pygriages et surtout les fauvettes, elles se portent bien, mais toutes les espèces de milieu ouvert, trachéoréard, fauvettes, enfin il y a d'autres fauvettes, mince ça m'échappe, enfin il y a des espèces qu'on est en train de perdre par rapport à ça, qui pourraient être très dynamiques si on rouvre le milieu, et du coup donc cette réouverture du milieu, elle s'accompagne par un pâturage après sur le long terme. Et là en fait ce projet-là, il a été écologique, économique, social, paysager aussi, et la commune de Cals en a profité également pour faire des protections DFCI. Donc en fait, c'est vraiment un projet de territoire global, et ça c'est extrêmement difficile à monter, mais quand on y arrive, on est quand même très très heureux de faire ça. Donc c'est une certaine reconstitution de projet avec une entrée de biodiversité, simplement pour dire qu'on n'a pas récupéré toutes les espèces d'oiseaux qu'on espérait. Donc c'est pour dire aussi qu'il y a des choses qui nous échappent. Il n'y a pas que l'habitat. Le trachéoréard, par exemple, qui est quand même... un joyau de notre garrigue méditerranéenne. C'est quand même le plus beau passereau méditerranéen. Les ornithologues de toute la France, et d'ailleurs viennent le voir ici, dans l'Aude ou dans l'Hérault, les stations sont extrêmement limitées. Dans l'Aude, on est en train de le perdre complètement. C'est une espèce qui ne revient pas. C'est un oiseau migrateur, donc il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Et pourtant, on essaye de reformer donc, tous les grands feux que vous avez. C'est un oiseau qui réagit très vite au feu, par exemple. Tous les grands feux sont très favorables à lui. C'est-à-dire, une année après, vous devriez avoir une grosse population de trachéoréa. Mais bon, ce n'est pas le cas parce que c'est une population qui s'essouffle. On est vraiment en limite de répartition. Voilà. Et pourtant, c'est magnifique comme oiseau, quoi. Merci. Alors, on va prendre quelques questions si vous en avez. Oui, alors vous levez, voilà, puis vous avez un micro qui va arriver vers vous, parce que donc on enregistre, on filme, et vous pourrez revoir C'est bon? cette intervention. Oui. Allez-y, oui, allez-y. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est un peu vicieux ma question. Je vais retourner à l'aigle Bonelli, etc., et tous les autres oiseaux. Est-ce qu'ils sont contents d'être programmés, bagués, surveillés, connectés, etc. Est-ce qu'il a les actes de résistance de ces oiseaux? Est-ce qu'ils arrivent de se débarrasser de ces choses sous le dos? Est-ce qu'il y a des autres oiseaux qui essaient de les aider de se débarrasser de ces appareils?
C'est une question qui est tout à fait légitime, je pense. Ce n'est pas du tout évident que tout animal va accepter d'être programmé, surveillé, etc. Même si je suis d'accord par le côté scientifique, forcément. Mais c'est une question humanitaire. Alors, réponse. Est-ce que vous faites partie aussi du projet Pegasus qui consiste à ce que... voilà. À cibler tout le monde? Non, mais c'est une question tout à fait légitime. Hein. Enfin, moi, je suis le premier à... Voilà, des fois... Enfin, il faut que ce soit utile, que ce soit fait vraiment dans de vraies conditions et que ce ne soit pas un automatisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas équiper, baguer tous les oiseaux. S'il y a vraiment une problématique par une espèce, un couple qui pose problème, on veut en savoir plus, ok. Mais c'est aussi... on a besoin d'1 an, 2 ans de récolte de données, et un aigle, ça peut vivre 15 ans, et après on peut lui enlever. Moi je comprends que, moi j'aurais marre d'avoir un sac à dos sur le dos jour et nuit, hein. Je pense que ça doit le perturber, et puis même pour sa femelle. Oui, voilà, mais bon, peut-être que sa femelle va lui trouver changé aussi. Bon, je sais, on peut se poser plein de questions, quoi, hein, mais je comprends tout à fait votre questionnement. Mais tout à fait, alors... On fonctionne de plus en plus en intégrant des dimensions d'éthique. Elles sont posées à nous-mêmes, la communauté des humains, puisqu'on ne peut pas lui poser la question à l'oiseau. Même si on fait des observations, même si on fait une observation qu'entre eux, ils essayent de s'enlever, on pourra en conclure quoi? C'est compliqué. Donc on est juste aussi, cette question, elle est pour nous-mêmes. Alors on essaye d'y répondre en disant c'est un mal pour un bien un petit peu. Alors les aigles de Bonelli, oui, il n'y en a plus beaucoup en France, c'est un aigle méditerranéen, c'est le joyau. En France, on tient absolument à pouvoir le conserver. Les populations d'aigles de Bonelli en Espagne, en Italie sont plus importantes. Donc il y a la question on est en train effectivement d'enquiquiner un certain nombre d'individus parce qu'il nous faut des informations pour pouvoir garantir la survie de l'ensemble de l'espèce. Et nous-mêmes, on décide de ça. Mais votre question, elle est tout à fait pertinente. Et quand on fait des études sur les scarabées, etc., ou qu'on fait des prélèvements dans le sol, on prélève des choses. La science, en fait, sacrifie, c'est clair. Bon, là, les aigles ne sont pas tués, mais dans plein... C'est ce que je voulais dire. Avant, on tuait pour identifier. Là, on capture. Bon, c'est toujours une manipulation de l'homme, donc c'est vrai, mais on ne les tue pas quand même. Une autre question, madame? J'en ai une pour chacun d'entre vous. J'aimerais savoir la différence entre ce qu'on appelle les zones Natura 2000 et les zones véritablement préservées ou classées. Est-ce que c'est de votre domaine? Les zones naturelles? Natura 2000. D'accord. Ouais. Alors, ça fait l'objet, je dirais, d'un de mes cours où pendant 1 heure, j'explique à mes étudiants, voilà les différentes zones et voici les différentes appellations. Et à la fin, on a un joli patchwork assez incompréhensible, si vous voulez. Alors, une des clés pour s'en sortir. Natura 2000, c'est le nom, c'est lié à une politique européenne. C'est le nom d'un réseau et dans la zone Natura 2000, il y a des délimitations qui ont été faites. Et ces délimitations ont été faites parce que vous aviez des espèces particulières qui étaient présentes. En particulier, l'aigle de Bonelli a défini des zones. Donc il y a des zones qui ont été tracées par des experts en disant ça, c'est les zones importantes pour l'aigle de Bonelli, hein, avec les outils que vous avez présentés, Sylvain. Et puis des zones qui sont importantes parce que ce sont des habitats. Par exemple des tourbières ou des petites zones particulières. Donc ça a fait l'objet d'inventaires dans les années 90 pour constituer ce réseau-là. C'est de l'ordre de l'inventaire et de la cartographie de zones importantes. À ces zones Natura 2000 ne sont pas automatiquement associés des aspects réglementaires de préservation ou de conservation. Ce n'est pas automatique, mais il peut y avoir dans des zones Natura 2000 d'autres zones, des zones à l'intérieur qui sont réglementairement protégées. Dans la réglementation de la protection, vous avez vraiment tout un panel d'outils là-dedans qui vont de la protection stricte, par exemple une réserve naturelle nationale est une protection stricte pour certaines espèces et donc les activités sont strictement encadrées ou limitées pour préserver les espèces, à des protections, si vous voulez, qui sont moins strictes mais qui sont de l'ordre de
on acquiert les terrains, on devient propriétaire du terrain, comme par exemple les départements sont propriétaires d'espaces naturels, le conservatoire est propriétaire d'espaces naturels, donc on acquiert les terrains, et du fait qu'on acquiert les terrains, on n'a pas forcément le même niveau de protection très élevé qu'ont les réserves naturelles, mais il y a un niveau de protection qui est lié au fait que le propriétaire du terrain, quand même, il donne la destination. Donc vous avez, pour faire simple, vous avez des outils de zonage au niveau de la protection de la nature qui sont juste des outils de délimitation pour dire cette zone-là, elle est importante, et vous avez des outils de délimitation qui sont associés à des mesures de protection, soit parce que c'est attaché à une propriété particulière de quelqu'un dont l'objet c'est de la protection de la nature, soit parce que vous avez une protection réglementaire transmise par l'État dans une réserve naturelle nationale. Dans une réserve naturelle nationale, vous pouvez très bien être propriétaire privé d'un terrain dans une réserve naturelle nationale, mais l'État, la loi, vous contraint, même si vous êtes propriétaire dans ces terrains-là, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs des réserves naturelles nationales, vous contraint dans vos usages et dans vos usages pour préserver telle ou telle espèce. J'espère que j'ai à peu près répondu à votre question. La question, je m'excuse, après je passe. Est-il vrai que certains oiseaux migrateurs ne vont plus jusqu'en Afrique et s'arrêteraient, entre autres sur nos côtes, avec le réchauffement climatique? Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, la migration est une véritable épreuve pour les oiseaux. Une épreuve de survie. En fait, ils ne sont pas bêtes non plus, donc ils se sédentarisent de plus en plus. La cigogne blanche, par exemple. On est bien placé ici. On est sur le couloir européen. Il y a plus de 6000 oiseaux qui passent en migration. Donc les effectifs augmentent, les migrateurs augmentent, mais vous avez des oiseaux qui restent hivernés et qui restent sur place. Dans les manades de tournebelle autour de Narbonne, vous avez de la cigogne blanche qui reste l'hiver, vous avez de la cigogne noire qui reste l'hiver, et vous avez de la grue cendrée, de plus en plus, depuis 10 ans, qui passe l'hiver. Donc voilà. La huppe faciée, je ne sais pas si... C'est un oiseau qui était strictement migrateur il y a 15 ans, la huppe, là, voilà, mais vous en avez en hiver qui restent maintenant alors dans l'Aude, dans les PO, dans l'Hérault, je ne sais pas, mais je pense aussi. À Montbazin aussi, voilà, donc vous avez la réponse, voilà, il y a plein d'espèces comme ça, absolument qui s'adaptent, donc qui s'adaptent au réchauffement climatique. Oui. C'est lié au réchauffement climatique, le fait qu'effectivement ils ont en quelque sorte plus tellement besoin en hiver on ne sait pas trop. Okay. Une autre question? Oui. Oui, au niveau des espèces d'oiseaux, est-ce qu'il y a on constate une baisse de certaines espèces globalement, et quelle est la nuisance finalement la plus forte, si jamais il y a une baisse sur une espèce d'oiseau, est-ce qu'on constate une baisse globalement dans la région, à part cet oiseau, effectivement? Oui. Pour faire les oiseaux ont l'avantage d'être très suivis au niveau mondial. Donc depuis 30 ans, si vous allez sur le site de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, vous regardez, vous fouillez un petit peu, vous aurez des graphiques qui vous montrent que vous avez des groupes d'oiseaux qui diminuent fortement. Et pour faire simple, les oiseaux qui mangent les insectes, ça va vraiment pas bien pour eux. Par exemple, le traquet là. Et les rapaces, les populations augmentent. Alors, est-ce que c'est un effet... il y a un effet de la législation. Les lois de protection de la nature, elles sont jeunes, elles ont 50 ans. La protection des rapaces, c'est 72, je crois, un petit peu, quelques années avant la loi de la protection de la nature. Donc, voilà, on a des informations. Et effectivement, pour faire simple, les rapaces, probablement parce qu'on les a préservés, et les oiseaux insectivores, parce qu'on a occupé de l'espace et parce que la chimie, quand même... Tous les insectivores transaériens, migrateurs, sont en chute, parce qu'on parlait de biomasse. Moi, je sais pas, quand j'étais gamin, qu'on partait en vacances en Espagne, ou de nuit, qu'on roulait de nuit, on s'arrêtait pour nettoyer les pare-brises et puis les antibrouillards qui étaient pleins d'insectes. Je sais pas vous, mais moi, je roule de nuit, je nettoie jamais mon pare-brise maintenant, mais jamais. Vous allumez une lumière, vous n'avez pas un papillon de nuit, c'est dramatique. Bon, les insectivores, ils ont beaucoup de mal, c'est sûr. On a perdu, il y a 20 ans,
comment il s'appelait là, le traqué, ça m'échappe, dans les Pyrénées-Orientales. Le traqué rieur, ouais, rieur, voilà, son nom qui est tout noir, qui a disparu, qui était nicheur. La fauvette à lunettes qui était sur la montagne de l'Amour, elle n'y est plus depuis plusieurs années. Voilà, mais tout ça, ce sont des oiseaux qui sont insectivores, qui sont liés aussi au pâturage et qui ne reviennent pas. Le traqué rieur, on est en train de le perdre silencieusement. La pie-grièche à poitrine rose, on l'a perdu. Voilà, on a plein d'espèces de passereaux. Et comme tu disais, bon, les rapaces, globalement, se portent bien, même si quand même les busards, hein, tout ce qui niche au sol, sont quand même un petit peu compliqués. Le busard cendré, c'est un oiseau qu'on voit de moins en moins, même s'il y a une belle colonie ici. Ailleurs dans l'Aude, en zone méditerranéenne, il faut le chercher. Hein, c'est un oiseau qui devient très rare. En revanche, les vautours, c'est l'explosion, quoi. Hein, et les quatre espèces, explosion. Voilà, le vautour fauve se porte très bien, il entraîne avec lui, avec cette dynamique, le moine, le percno. On a gagné encore un couple dans l'Aude, on est à entre 5 et 8 couples. Et puis le gypaète aussi, qui est quand même un oiseau qui a beaucoup de mal, mais qui progresse aussi lentement. Voilà, parce qu'ils n'ont pas du tout la même écologie. La plupart ne sont pas des migrateurs, sauf le percnothère. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de dangers sur la migration, il y a beaucoup de modifications sur les zones d'hivernage, etc. Et concernant les insectivores, il y a aussi là pour l'instant, il y a des interrogations, parce qu'effectivement, Sylvain le disait, la baisse du pastoralisme, ça a un impact très clair sur les insectes. Hein. Ça, dès que vous avez c'est pas compliqué, dès que vous avez... Il y a effectivement les pratiques agricoles, mais en région méditerranéenne, on peut se poser la question, par exemple, je me posais la question sur les insectivores, qu'ils soient oiseaux et autres, sur toute la moyenne, la vallée de l'Hérault, dans les endroits où il n'y a pas de culture, on est loin des vignes, etc. On voit des diminutions. Alors, est-ce qu'il y a des effets du changement climatique sur aussi les populations d'insectes ? On ne sait pas ça le mesurer, parce que là, il n'y a personne qui vous mesure les populations d'insectes, comment ça fonctionne. L'étude qui est sortie, dont tout le monde a parlé il y a 2 ans en Allemagne, il faut voir que c'est le fruit d'un travail extraordinairement lourd et complexe de 25 années d'observation, où ils ont mesuré la biomasse. Des études comme ça, elles sont difficiles à reproduire. Et donc on a des études, d'accord, c'est une zone de l'Allemagne, il nous en faudrait d'autres, et peut-être que ça c'est un peu inaccessible, mais il nous en faudrait d'autres. Oui, une dernière question. Plutôt une réaction. Moi je pense qu'on ne réfléchit pas assez au traitement antiparasitaire par rapport à la baisse des insectes. Parce qu'aujourd'hui, quand on a du crottin de cheval sur un sentier, il reste 1 an, alors qu'auparavant ça disparaissait en quelques semaines. Et on n'en parle pas assez dans les causes de raréfaction des communautés d'insectes, je pense. Et absolument, tu as raison. Et la question, c'est justement quand on est amené à gérer ou installer des éleveurs, si tu installes un éleveur pas seulement pour le décor, c'est-à-dire qu'il derrière, il y a une valorisation des produits, mais il y a des réglementations qui ne relèvent pas du code de l'environnement, mais qui relèvent du code agricole, etc., qui font que, oui, il y a des traitements pour éviter Et là, la mise en cohérence de tout ça, est-ce qu'on peut avoir une bonne idée pour gérer tout ça ? C'est vraiment pas évident. Mais là, la réglementation vétérinaire, en fait, s'impose, en fait, c'est clair. C'est une très bonne question et ça me fait penser qu'on a travaillé sur c'est pas sur un élevage, mais c'était sur un des troupeaux de chasse en fait, une propriété de chasse où les animaux n'étaient pas traités. Et en fait, ça, on a trouvé dans ces zones-là, par exemple des scarabées, une espèce de scarabée qui est présente là, qui est très rare, mais parce que justement, il n'y a pas de traitement sur les bêtes. Merci. Tout à l'heure, vous avez cité l'Union internationale pour la conservation de la nature. Si tout va bien, il y aura un grand congrès qui aura lieu à Marseille. J'espère qu'il ne sera pas cette fois-ci reporté en septembre, un grand congrès mondial sur la nature. Et puis, on le sait moins en France, mais il y a aussi l'équivalent en quelque sorte du GIEC et de ce qu'on appelle les COP, les conférences des parties. La prochaine aurait lieu en Chine, aussi en 2022. Qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble de ces actions ? Est-ce qu'elles sont suffisantes ? La réponse va être non, peut-être. Mais est-ce qu'on est quand même maintenant, comme pour le climat, sur
je dirais, une sorte de réaction mondiale, même si elle est évidemment très très différenciée selon les pays et les niveaux de, je dirais, de conscientisation. C'est très difficile de répondre. Est-ce que ça va assez loin? Voilà, ça c'est suivant que vous êtes d'un naturel optimiste ou pessimiste, vous n'allez pas avoir la même réponse objectivement. Hein. C'est-à-dire que là, il faut objectiver, avoir des faits, et on ne sait pas bien mesurer ça. Oui, il y a l'équivalent du GIEC, ça s'appelle l'IPBES, qui travaille sur la biodiversité. Oui, il fait le même travail que le GIEC, c'est-à-dire qu'ils font des méta-analyses de données, il y a des grands rassemblements scientifiques et ils font du porté à connaissance auprès des décideurs publics, les États, mais pas que les États, tous les autres acteurs. Il y a la question de la politique publique, et la politique publique n'a de sens que s'il y a des actions individuelles. Parce que moi j'entends un peu tous les discours sur le changement climatique, etc. Bon, la convention climat, etc. La politique publique, la loi, n'est qu'un outil. D'accord ? Je raconte souvent cette anecdote aux étudiants, le ministre des Finances de ce gouvernement, qui est pas précisément connu pour être un grand écologue, c'est quand même il y a 2-3 ans, il a été surpris, c'est un peu lamenté du fait qu'il a quand même mis une taxe de 10 ou 15 000 euros sur les SUV assez chers, mais ça n'a pas suffi pour augmenter considérablement l'achat de la voiture. Et c'est intéressant ça, parce que lui, il dit, ah mince, donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il faut qu'il passe de 15 000 à 30 000 euros, mais voilà une politique publique qui dit on va mettre beaucoup plus cher le prix de la voiture, et en fait, vous avez une augmentation de l'achat de la dite voiture. On va faire comment ? Oui, enfin moi je pense qu'on n'est plus en phase de transition écologique, mais on est vraiment dans une phase de transformation. C'est vraiment urgent. On vit une transformation. Et on a chacun notre action à apporter. Et il ne faut pas voir, je pense, dans les politiques publiques, la biodiversité comme un ennemi, comme un boulet. Ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire, oh là là, ces écolos, toujours des contraintes, mais voilà, on va payer pour faire ça. Non, il faut, un petit peu comme les Antilles, entre guillemets, avec le pélican, c'est-à-dire qu'il faut retourner et voir tous les services rendus qu'elle peut nous rendre, tous les services rendus de la biodiversité. Et là, moi, j'ai beaucoup de discussions avec les viticulteurs au village ou ailleurs, c'est-à-dire que voilà, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a une très grande richesse dans leurs vignes, parce que c'est vrai, en plus, malgré les traitements, mais justement, ils font des efforts, et je pense que ça passe par là. Donc il y a 2 échelles, il y a vraiment les politiques publiques, et il y a vraiment les individualités, c'est-à-dire chacun, faire son tri, éviter des choses qui polluent, arrêter de jeter partout. Enfin, il y a énormément d'actions. Moi, je fais même ma lessive à la cendre. Vous voyez à quel stade j'en suis. Donc, voilà, mais je pense que tout est bon. Si on va tous dans le même sens, on devrait y arriver. D'autres questions ? Sinon, on va arrêter là, puisqu'il est 19h30. Merci de votre présence, et puis surtout, merci à vous deux. Alors merci Sylvain, vous allez pouvoir dormir un peu, après une nuit dans l'avion. Oui, je suis désolé, j'ai oublié des noms, Trachérieur, ça m'a échappé. C'est là, voilà. Très bien. Et puis merci Arnaud Martin.